dans le journal une annonce. Voilà, on va ouvrir des fouilles archéologiques. S'il y a une école avec des classes de seconde qui veut venir nous aider, fatal. Et il y a une école de Beth Shemesh qui répond à l'annonce, nous on vient. Et donc ils amènent 3 classes de seconde, donc imaginez-vous plein de jeunes, qui arrivent ici. Alors ils vont recevoir un petit cours d'archéologie vite fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on regarde, machin. Ils leur expliquent que vous allez certainement trouver des morceaux de poterie, des petits ossements d'animaux, machin. Comment est-ce qu'on sépare les choses? Il a mis des grands seaux pour mettre là où il faut mettre, tout va bien. Et il commence ce boulot. Ça se passe là-bas. Seulement dans le groupe, dans l'école, il y a un enfant qui est, comment on dit en français, qui est... Ouais, il y a un autre mot qui s'appelle un chieur. Okay, ou alors en hébreu on dit un nodnik. Et donc le mec est là, donc qu'est-ce que tu fais quand tu as un mec comme ça dans l'équipe? Tu l'occupes. Tu l'occupes. Donc qu'est-ce qu'il fait Gabi? Et il dit, bon, et tu m'as saoulé. Regarde, tiens, un pinceau, une pelle, voilà, tu vois, va là-bas. Va voir là-bas si j'y suis. Et en fait, il est là-bas. Donc il lui dit, va voir là-bas, c'est-à-dire ici. Là-bas, on n'a pas encore fouillé, vas-y. Maintenant, je voudrais que vous compreniez qu'à l'époque où on parle, tout ça, c'est recouvert. Ok, on ne voit pas tout ça. Il y a des trucs qui pointent, des coins comme ça qui sortent, mais c'est recouvert. Et je voudrais que vous vous imaginiez aussi qu'à l'époque d'il y a 2000 et quelques années, on va y revenir, tout ça, c'est une grotte. Le toit s'est effondré en 2000 ans. Mais tout ça, c'est une grotte. Alors, il y a 20 ans, il n'y a déjà plus de toit. Donc notre petit jeune, il arrive ici et il commence à fouiller. Et Gabi, avec son équipe, il fouille là-bas. Dans l'histoire que je vous raconte, c'est Gabi lui-même qui nous l'a raconté en cours d'archéologie. Donc il nous raconte comment ça se passe. Et le mec, je pensais m'être débarrassé de lui, il nous dit pendant une bonne demi-heure, tu vois pas que je le vois revenir au bout d'un quart d'heure. Il dit, Gabi, Gabi, je trouvais un truc. Il dit, ouais, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'irai voir après. Il dit, là, tu dois venir, tu dois venir, tu dois venir. Je dis, non, mais c'est là, je t'ai dit, les poteries, c'est là, les trucs, c'est là. Il dit, non, mais je pense vraiment que ça va t'intéresser. Et donc, finalement, Gabi Barka, il tourne la tête. Il dit, bon, qu'est-ce que t'as trouvé? Ça, c'est bien ou pas? Et il tient dans sa tête un crâne. Un crâne entier, le crâne de cristal. Non, il n'est pas en cristal, le vrai crâne. Le crâne humain. Waouh! Et là, Gabi, il dit, bon, ok, on arrête tout, calme-toi, tout se bien. Qu'est-ce que t'as fait? Et donc, il l'amène ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé la plus grande salle mortuaire. Et donc, finalement, toutes les fouilles vont être amenées ici. Et on va trouver plein de choses aussi là-bas, mais c'est beaucoup moins bien conservé. Et ici, on est vraiment dans le truc. Il y en a qui sont dans l'immobilier? Sandra, c'est pour toi. Donc les amis, on va voir comment vous vendez l'appart. Oui, parce que... C'est pas bon alors, c'est Sandra. Qui c'est qui vend les apparts? Sandra, vas-y. Sandra, c'est qui vend les apparts? Bon, alors tu me dis si je suis bon en vendeur, si je peux avoir une petite com. Les amis, comment on dit un cimetière en hébreu? Comment? Bet Varot. Il y a un autre mot? Bet Almin, il y a un autre mot? Bet Achaim. C'est quoi le point commun de tous les trucs que vous m'avez dit? Baït. Baït. Et oui, pourquoi Baït? Parce que, comprenez-moi bien, aujourd'hui, comment ça marche les enterrements? Tu creuses un trou, tu mets la personne dedans, tu recouvres et c'est terminé. T'es pas très bon vendeur de maison, hein. Attends, je vais encore parler de Ouais, mais tu parles de mort, de cimetière. Attends, mais on est ashkenaz, on n'est pas ashkenaz. C'est pas bon. C'est Attends. vendeur chez eux, c'est vendeur. Mais bien sûr, tu rigoles ou quoi? C'est très très Tu vendeur. vends là où tu vas mourir, c'est Par l'heure d'une fuite de gaz, tu rigoles. Mais arrête, pas plus tard que... Mais tu rigoles ou quoi? Pas plus tard que là, vendredi dernier, je parlais avec ma grand-mère, elle m'a dit comment ça va, je lui ai dit ça va bien, pas un bon trajet. Elle m'a dit t'inquiète pas, ça va passer. Donc, mais Kitsour, à l'époque, quand t'as pas d'argent, c'est comme aujourd'hui. Tu creuses un trou, tu mets le mec dedans, tu refermes, on n'en parle plus. Mais ça, c'est quand t'as pas d'argent. À l'époque, quand t'as de l'argent, tu as envie d'avoir un caveau familial. Et évidemment que je vais pas creuser plein de trous. Je vais trouver une grotte, et je vais trouver un truc pour fermer l'entrée de la grotte, et c'est où? Ça s'appelle être enterré. Je suis dans la grotte. Ok, je suis dans la terre. Je suis pas obligé d'être de la terre friable. Donc, eh bien, on va faire des maisons. Alors les amis, je vais vous faire visiter l'appart, c'est un très beau 4 pièces, plein sud. Alors, si je peux... Non, vous allez voir, rester là, ne bougez pas. Donc là, c'est la porte d'entrée. Donc vous imaginez qu'à l'époque, il y a une grosse pierre ronde, et cette grosse pierre ronde, on va pouvoir la rouler pour la faire sortir et revenir. Et donc, j'ai ouvert et je rentre avec mes 2 petites marches et j'arrive dans le salon. Très beau salon. Le salon, c'est pour les vivants.
Bah oui, je vais faire une petite séouda, un petit ascara, un petit caniche, le salon. Et après, du salon, tu as un beau 3 pièces. Une pièce là, une pièce là. Et c'est là que je vais commencer à m'intéresser à ce qui va se passer. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, la personne meurt. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais la déposer. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui voulait nous montrer comment on fait. Ah, le Sfarad, il est revenu là, tu vois. Attends. Tu malade ou quoi? C'est beau quoi. On s'allonge. Ma grand-mère, elle me tue. C'est ça, hein. On s'allonge là, donc on a un lit. Et si vous regardez de près, vous regardez qu'en plus du lit, on a Les cendriers. l'oreiller. Bien sûr qu'on a l'oreiller. Pourquoi on a un oreiller? Ben, c'est très simple. Qu'est-ce qui va se passer dans un an? Dans un an, le corps, il va se décomposer et la tête, elle va rouler. Donc pour pas qu'elle roule, elle est coincée dans l'oreiller. Mais attendez, 2 secondes. Il y a un lit là, un autre lit là, 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 là. Et c'est qu'une des 3 pièces. Donc on est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'un véritable mamache. Donc soit ils pensaient qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient mourir, soit c'est pour toutes les générations. Maintenant, ok, j'ai enterré ma personne et j'ai pas remis de la terre sur lui. Vous avez compris, on est dans la terre. Et là vous vous dites, mais ça fait quand même 10 minutes qu'il nous parle de mec comment on enterre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas signé pour ça. 2 secondes. Bah, le corps est décomposé, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas le laisser là. Pourquoi tu vas pas le laisser là? Pas parce que dans une génération, il y aura quelqu'un d'autre qui va mourir, il doit avoir de la place. Et donc, dans la Torah, comme on dit, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Vene Saf el Amav el Avotav. Il rejoint ses pères, ce n'est pas que métaphorique, car qu'est-ce qui se passe? On va récupérer tous les ossements, une fois qu'il n'y a plus que des ossements, et on les met dans le trou qui est là. Non, tu peux pas le voir de là. Non, je sais. Dans le trou qui est là, vous pouvez venir voir après, le trou qui est là, et c'est dans ce trou-là que le jeune, il est descendu, il est remonté avec son crâne. Et quand après les officiels, les archéologues sont descendus, on a été voir, on a retrouvé 87 corps. Des hommes, des femmes, des enfants, et sur plusieurs générations, sur près de 250 ans. Donc on parle d'un vrai caveau familial. Venez Saf et la Votav. Alors vous allez me dire, ok c'est intéressant, mais pourquoi il me parle de ça et pourquoi il me dit que c'est l'endroit le plus iconique? Eh bien les amis, quand quelqu'un meurt, avant de l'enterrer, on va lui faire ce qu'on appelle la tahara. Il y a des choses qui sont logées dans le corps, on n'a pas le droit de les enlever, pour ne pas porter atteinte plus au corps. Imaginons quelqu'un qui a été tué par balle, eh bien, on laisse la balle à l'intérieur. Ok? C'était vrai aujourd'hui, c'était vrai également à l'époque. Et donc lorsque la personne s'est décomposée, on récupère tout et on met là. Quand les archéologues sont venus, au-delà des 87 corps qu'ils ont trouvés, ils ont trouvé aussi des choses. Et des choses qui me font tout d'un coup me dire, mais je sais comment ils sont morts. On a trouvé dedans des têtes de flèches babyloniennes. Non, les têtes de flèches babyloniennes sont faciles à reconnaître parce qu'elles sont en mode flèche, mais elles ont des crochets. C'est-à-dire qu'une fois que la flèche est rentrée, tu ne peux pas la sortir. Alors les amis, de quoi on parle? Des têtes de flèches babyloniennes? Mais alors je sais comment ils sont morts ces gens-là. Quand est-ce qu'il y a eu des Babyloniens à Jérusalem? C'est la destruction du premier temple. On est devant une famille qui s'est battue, qui étaient les premiers soldats de Jérusalem lors des combats de la destruction de Jérusalem et du premier temple il y a 2500 ans. On est devant les Chayalim de Jérusalem. C'est extraordinaire. Et puis, alors une fois qu'on a commencé à trouver des trucs, on a tout sorti. Bon, c'est pour ça que j'ai dit que les Kohanim peuvent venir, il n'y a pas de problème. Tout a été sorti, tout a été nettoyé, et tout a été réenterré au cimetière de Aram-Menuchot. Mais on a trouvé d'autres trucs. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on enterre nu. Alors on met les tachrichim, on met le pyjama, mais c'est tout. À l'époque, on enterre avec les effets personnels du mort. Lama, Makara, pour qui, pourquoi, pour quand? Les religes, ils vont dire que pourquoi est-ce que les juifs, on les enterre avec leurs bijoux? C'est parce qu'ils avaient tellement la émouna dans la triatamétim qu'ils pensaient qu'on allait revenir demain. Donc il faut que... Dans l'université, on pense plus qu'on était influencé par les pratiques idolâtres de l'époque et que dans toutes les autres cultures, on enterre avec de l'argent pour payer le passeur dans le Olam Haba. Ce qui est important, c'est qu'on a retrouvé des trucs. Et parmi ces trucs qu'on a retrouvés, on a retrouvé un collier. Un collier avec une feuille d'argent qui fait cette taille-là, roulée,
qu'on a déroulée. On l'a étudiée en laboratoire, on l'a déroulée et on a pu la dater. Il y a 2700 ans. 2700 ans. C'est-à-dire qu'on est en plein milieu du premier temple. C'est l'époque du Beth Amikdash. Et on a déroulé cette feuille et on a pu voir qu'il y avait marqué quelque chose dessus. D'ailleurs, et on a vu tout de suite l'alphabet. C'était quoi? De l'hébreu. En fait, de l'ancien hébreu. C'est quoi l'ancien hébreu? C'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, mais c'est pas marqué pareil. C'est-à-dire que vous pouvez voir que les lettres, elles ne ressemblent pas aux lettres que nous on connaît à l'Ulpan. C'est l'ancien hébreu. Et bien dans cet ancien hébreu, on a pu commencer à déchiffrer qu'est-ce qu'il y avait marqué. Et là tout d'un coup on a vu qu'il y avait marqué Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha, Yair Hashem panav elecha v'chuneka, Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha. Et c'est quoi ça? Birkat Kohanim. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où Birkat Kohanim? De la Torah? Parashat Ba'alatecha? Nassau? 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 C'est pas ça? Non. Les amis, vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est le plus vieux texte biblique jamais retrouvé. Jusqu'alors, c'était les rouleaux de la mer morte. Pas mal, 2000 ans, pas mal. 2700 ans. Le plus vieux texte biblique jamais retrouvé, au même endroit où les combattants de Jérusalem ont été enterrés. Et c'est ce qui fait, à mon sens, de cet endroit-là, l'endroit le plus iconique pour commencer une visite à Jérusalem. Plus que jamais, et particulièrement dans la guerre qu'on vit depuis un an, le centre de toutes les guerres, c'est Jérusalem. Eux, là-bas, nos ennemis, ils le savent très bien. Ils ne se battent pas pour Gaza, ils se battent pour El-Aqsa. Ils se battent pour Jérusalem. Et nous, pendant 2000 ans, ce qui nous a maintenus, c'était quoi? C'était le rêve de revenir à Jérusalem. Alors je sais que vous venez de la colline de Samuel, mais je peux se donner une soirée à Jérusalem. Je vous savais, c'est moutard. Quoi, la colline de Samuel? Il va te jouer, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on m'a dit de le faire en français, je fais en français. Ah, personne ne veut pas quitter. Quand même, ça passe. C'est bon. Ça va. Donc les amis, de là, de cet endroit qui est la base de notre identité, les combattants de Jérusalem, le plus vieux texte biblique jamais retrouvé, et bien c'est avec ça qu'on va commencer notre visite pour arriver finalement au Slichot au Kotel. Et là c'est parti, on s'en va. On a dit qu'on allait faire une soirée à Jérusalem et je voudrais que vous sachiez qu'il y a un minag
à Jérusalem, et c'est pas une blague, c'est un minag qui est encore en vigueur officiellement à la mairie de Jérusalem et qui existe depuis à peu près 3800 ans. Et qui a commencé pas dans cette vallée, mais dans la vallée qui est de l'autre côté de la montagne. En fait, de l'autre côté de la montagne, vous avez une vallée qui s'appelle Nahal Kidron. Et de l'autre côté de Nahal Kidron, il y a le mont des Oliviers. Et là-bas, il y a un certain, je ne sais pas si vous connaissez Avraham Avinu. Je ne sais pas si vous connaissez. Avraham Avinu, il arrive là-bas et le roi de Jérusalem, qui s'appelle à l'époque Malki Tzedek, sort à sa rencontre là-bas et il va lui donner quelque chose pour l'accueillir, qui va devenir jusqu'à aujourd'hui le minag d'accueil des invités de marque à Jérusalem. Ou Malki Tzedek Melech Shalem, Otzi Lechem Veyain la Avraham, Veu Kohen l'Elion. Il lui a donné du pain et du vin. Le pain, ce sera pour tout à l'heure, et le vin, c'est pour maintenant. Donc, en venant ici et en rompant le pain et en se bourrant au vin, eh bien, nous devenons les successeurs d'Avraham Avinu. Alors, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Boré Peri HaGefen. Bien, les amis, j'ouvre officiellement notre soirée Slichot. Et pour commencer, j'aimerais vous lire un tout petit écrit il y a 3 semaines. Non, je raconte. Je l'ai vécu il y a 3 semaines et je l'ai écrit il y a 1 semaine. Pour un projet de Sidour Slichot, machin. Et en fait, je raconte ici comment j'ai vécu le premier soir des Slichot cette année. Alors voilà. Le calme, l'obscurité, le silence de cette fin de nuit sont tant d'éléments qui me permettent d'être apaisé, bon, un peu fatigué aussi. Mais ce chemin vers la Sina, à une heure où d'habitude on n'y va pas, me donne quelques minutes seul avec moi-même et me voilà perdu dans mes pensées. Les Slichot. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un nom de code pour religion, afin d'effacer d'un coup de baguette magique toutes mes erreurs du passé. Mais est-ce vraiment cela? Parmi toutes les choses magnifiques que le judaïsme a apportées au monde, comme le monothéisme, la notion de liberté, la prophétie, le gefilte fish, je vois pas ce qui est drôle. Il a également donné à l'homme la teshuva. C'est un concept unique qu'on ne retrouve dans aucune culture pré-mosaïque. La possibilité de regretter mes erreurs, les reconnaître et prendre la décision de ne plus les refaire forme le trio de la teshuva. C'est un moment d'introspection privilégié entre moi et moi-même, entre moi et mon prochain, et entre moi et mon créateur. Mais il y a mes slichot dans tout ça. Plus j'avance vers le kotel, oui parce que moi je vais faire les slichot au kotel, parce que pourquoi pas. Bref, plus j'avance vers le kotel, plus mon silence est brisé par les chants provenant de gens qui me spoilent les parties les plus sympas de la tfila. Je me rends compte que, en réalité, ce mot slichot, loin d'être un code de religion, est un code de ralliement du peuple juif, tout entier. Me voilà pris dans une foule de gens que je ne connais pas, tous plus différents les uns que les autres. Devant moi, il y a un père yéménite avec son fils sur ses épaules, avec des péotes dignes de Rabbi Jacob. Derrière moi, 2 jeunes filles en pantalon et un débardeur. À ma droite, un homme plus tatoué que je ne pensais possible. Et à ma gauche, qu'est-ce qu'il fait là? Mon fils, avec ses copains, qui vient de me voir et qui trace sa race parce qu'il veut pas que je lui fasse l'archouma. Et là, l'improbable s'est produit. Le tatoué se tourne vers moi et me dit: « Oh, Ri, tu sais que le premier qui a fait les slichot, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'était pas pour lui, hein, c'était pour nous. Et ça a marché. Alors t'inquiète pas, frérot, il va te pardonner aussi. » Tout ça en hébreu. On peut et on doit vraiment apprendre de chacun. Quand j'y réfléchis, je me refais le film. À Shavuot, Dieu nous parle au mont Sinaï. Ensuite, Moshe monte sur la montagne 40 jours, 40 nuits et redescend avec les premières tables de la loi le 17 du mois de Tammuz. Bon, manque de peau, on avait craqué avec un veau d'or, tout ça. Donc Dieu, pas content, nous menace et Moshe, dans son rôle de leader, repart pour 40 jours, 40 nuits de Slichot pour le pardon du peuple. Et du 17 Tammuz jusqu'au 1er Elul, c'est ses Slichot. Et ensuite, pardon en poche, il repart pour 40 jours, 40 nuits du 1er du mois de Elul jusqu'au jour de Yom Kippour. Mais attendez, alors on se plante. C'est pas la bonne date pour les Slichot. On fait ça trop tard. Je veux prévenir tout le monde. Mais en même temps, je suis arrivé au kotel et maintenant on est 10 000.
Ça va être compliqué. Et puis, je me dis que les slichot à la bonne date, genre en plein juillet-août, ça marchera jamais. Ou alors c'est mon rabbin des bois de tout à l'heure qui avait raison. Le peuple juif a décidé de faire ses slichot après celle de Moshe pour être sûr qu'elles soient déjà acceptées avant même d'avoir commencé. On est bon quand même. Blague à part, quand vous voulez, comment vous voulez que ça ne marche pas? On est tous ensemble, on chante à l'unisson et on pleure ensemble. J'ai même vu mon fils lâcher une larmichette. Bon, il l'avouera jamais, mais... En fait, les slichot, c'est le moment où je pars seul, dans le calme, pour finir avec tout un peuple dans l'allégresse. Bon, je vous laisse. Je dois sonner le chauffard devant 10 000 personnes. Et avec tout ça, j'ai oublié ma corne. Heureusement que mon Eran, mon nouveau pote tatoué, m'a prêté la sienne. Ouais, parce qu'il m'a dit « Oh, Harry, t'as besoin d'un chauffard, j'en ai un. » Ils sont fous, ces juifs. Mais qu'est-ce que je les aime. Am Israël Chai. Vas-y. Ah, chauffe, Marcel. Grave. Voilà ce que j'ai écrit sur les slichot, voilà comment je le ressens. Et en fait, on est dans un endroit qui est très particulier. C'est pas n'importe quoi. D'abord, c'est un endroit qui est très sympa aujourd'hui. Là, il fait nuit, on est bien, mais même en journée, t'as plein de points d'ombre. C'est un super beau parc. C'est un parc maintenant naturel. C'est une réserve officielle. Tu peux descendre jusqu'en bas. En bas, à Chol Hamoed Sukkot, vous pouvez amener vos enfants. Il y a plein d'ambiances en costume d'époque. Tu peux refaire du vin comme à l'époque avec tes pieds. Tu peux faire des tours avec des ânes. Tu peux apprendre à tisser les branches de palmier. Qui sont plein de petites ambiances très sympathiques. Et au-delà de tout ça, quand on sait ce qu'il y a eu ici, il n'y a pas de plus grande victoire et de plus grande réussite du peuple juif quand on sait ce qu'il y a eu ici. En fait, notre histoire, elle nous ramène il y a 120 ans. Il y a 120 ans, juste là-bas, vous voyez la cinémathèque là-bas? Le truc où il y a le panneau publicitaire? C'est aujourd'hui un cinéma genre d'auteur. Il y a 120 ans, il n'y avait pas de cinémathèque, mais il y avait deux bonhommes qui se baladaient là-bas. Deux bonhommes que tout oppose. Ils sont d'accord sur rien, mais ils se baladent tout le temps ensemble. Ils sont les deux grands rabbins de Jérusalem. Il y en a un, il s'appelle le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, le chef des Canaïm, le chef des Chamranim, le chef des mecs qui ont... Ça bouge pas. Il deviendra le père spirituel de ceux qui vont devenir les Neturei Karta. Je sais pas si vous connaissez. J'ai une petite ambiance, ces gens-là. Et l'autre rabbin qui marche à côté de lui, il s'appelle le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook. Le Rav Cook. Et il marche là-bas, et il regarde vers là-bas, et il voit donc le quartier de Mishkenot, Sha'ananim et Yamin Moshe. Et là, le Rav Sonnenfeld, il dit au Rav Cook, rien n'a changé, regarde, c'est pourri. C'était pourri avant et c'est pourri maintenant. Regarde-les, ces mecs là-bas, ils transgressent Shabbat, ils mangent pas cachère, et ils font n'importe quoi. Et là, le Rav Kook, il lui dit, mais je comprends pas pourquoi tu dis que rien n'a changé. Tourne la tête de l'autre côté et regarde ici la vallée. Cette vallée, elle porte un nom. Alors une vallée en hébreu, ça peut se dire Emek, mais ça peut se dire ici également Gaï. Et cette vallée, Gaï, elle appartenait à l'époque du Tanakh à un bonhomme qui avait comme nom de famille fils de Hinnom. Ça devenait donc Gaï ben Hinnom, qui est devenu plus tard Gehinnom. Pourquoi c'est le Gehinnom ici? Parce que ici, juste en contrebas, là où il y a les lumières derrière moi, il y avait le temple de Molech. Un temple d'idolâtrie, de Avodah Zarah. Et c'est quoi la Avodah Zarah? Prendre son premier fils et le balancer dans le feu. Et nous, Am Israël, on tombait là-dedans aussi. C'était l'époque du premier temple. Le matin, on allait au Beth Amikdash, l'après-midi, on allait au Molech. Et le Rav Kook, il dit au Rav Sonnenfeld, comment tu peux dire que rien n'a avancé? Il y a 3000 ans, ici, on brûlait des enfants. Aujourd'hui, ils font que manger pas cachère. Ils brûlent plus d'enfants. Tu dis que ça n'a pas évolué? Aujourd'hui, 120 ans plus tard, c'est un quartier religieux. Très très cher pour riches américains, mais religieux quand même. Ça va? Et pendant que vous chantez la chanson, vous vous imaginez Abraham et Yitzhak qui sont en train d'avancer.
בסוף העשרה, הבן אשר נולד לך משרה. תיתן אחרית לעמך, תשיב מקדש לתוכנו, תרומם הר מרומם, תקומם כרם קדומה. Vincent